moi, je voulais essayer de faire part un peu de notre expérience ici à l'Espace Éthique et de mon expérience personnelle, puisque à l'Espace Éthique, je suis celle qui s'y est le plus intéressée, des tentatives qui peuvent être réalisées au sein de différents établissements ou structures de soins médicaux, médico-sociaux, dans le sens de développer au sein de ces structures une réflexion éthique. Donc, alors c'est vrai que d'un point de vue historique, on peut dire que des structures de réflexion éthique, il y en a, on pourrait dire depuis les années 80, la première étant nationale, le Comité consultatif national d'éthique, puis la mise en place dans les années 90 des espaces de réflexion éthique, mais finalement pas à grande échelle, à Paris, à Marseille. Et puis les comités de protection des personnes pour tout ce qui concerne la réflexion éthique dans le champ de la recherche. Et finalement, plus récemment, on a vu émerger une demande assez forte, et ces 4-5 dernières années, de la part d'établissements, alors au départ du champ sanitaire, hein, donc des cliniques, des hôpitaux publics dans la région, qui souhaitaient mettre en place des groupes de réflexion éthique. Alors déjà peut-être un point sur la dénomination, parce que ce n'est pas clair. Certains parlent de groupes de réflexion éthique, d'autres parlent de comité d'éthique, c'est un terme qui est assez souvent utilisé d'ailleurs, comité d'éthique. D'autres vont nommer ce groupe commission de réflexion éthique ou commission éthique ou parfois espace éthique aussi. À titre personnel, j'aime bien le groupe de réflexion éthique parce qu'à la fois il y a l'aspect groupe, on est plusieurs, et l'aspect réflexion. Mais bon, après chaque établissement peut choisir. Alors cette demande, elle a émergé, me semble-t-il, en lien avec la démarche de certification. D'abord, donc, entre 2000 et 2010, avec la V2, hein, le manuel de certification V2, dans lequel apparaissait pour la première fois un référentiel, un item ayant trait à la réflexion éthique. Et puis, plus encore, avec la démarche actuelle, qui est la V2010, où cet item est repris et un petit peu plus détaillé. Alors sur ça aussi, je voulais m'arrêter un peu pour dire que cet aspect normatif, à travers une démarche de certification imposée à tous les établissements dans le champ sanitaire, est un moteur. Et qu'au niveau de la rédaction des manuels et donc des référentiels, on voit quand même une évolution non négligeable qui peut passer inaperçue, mais que je veux souligner. C'est que dans le référentiel avant 2010, la démarche de réflexion éthique apparaissait sous un intitulé dans lequel il était dit que l'établissement devait accorder une place primordiale au patient et à son entourage, donc centré sur le patient et son entourage, alors que plus récemment, donc dans le manuel de certification actuel, la démarche éthique est intégrée dans le premier chapitre qui a trait au management de l'établissement. Chapitre management d'établissement, partie 1 management stratégique, référence 1 la stratégie d'établissement pour arriver aux critères démarche éthique. Donc on voit là déjà un glissement dans le système de certification où l'éthique au départ est vue comme au service du patient et de sa famille et maintenant peut-être plus comme un outil de management des établissements. Alors, premier point d'interrogation. Les certificateurs, je ne sais pas comment on pourrait dire, les experts, quelque part, qui ont rédigé ce manuel, glissent, et de façon générale, j'ai l'impression, la société aussi, et dans le champ des professionnels, peut-être de façon peut-être inconsciente, vers une vision de l'éthique qui serait un peu un outil de rédaction, de recommandation ou de bonnes pratiques, plus qu'un outil de réflexion. Et ça va aussi dans le sens des politiques actuelles de management des hôpitaux quand même. Donc après, est-ce que c'est vraiment réfléchi, vraiment organisé, ou est-ce que c'est une tendance finalement dans laquelle s'inscrivent
s'inscrivent les normes sans vraiment être pensées, réfléchies, ça, je ne saurais pas le dire. Je saurais pas le dire. Mais en tout cas, moi, ça m'interpelle. Et je pense que les personnes qui vont être au sein de l'établissement en charge de la mise en place de ces groupes de réflexion éthique, il me semble qu'il faut qu'ils soient interpellés aussi par ça. C'est-à-dire, c'est pas l'idée d'avoir son comité d'éthique avec 5, 10 ou 15 personnes qui seraient les experts de l'éthique dans l'établissement, mais vraiment que ces personnes-là, elles soient chargées de faire en sorte que se mette en place progressivement une culture de réflexion éthique pour tous les acteurs et que finalement tous les acteurs puissent s'approprier ces éléments de réflexion dans le quotidien de leur travail. Alors, là aussi, bon, ce n'est pas une généralité, mais peut-être dans les interactions diverses que j'ai pu avoir avec certains établissements, je me rends compte qu'il y a l'idée quand même que ce n'est pas une personne unique qui va se préoccuper de la réflexion éthique. Ça, c'est quelque chose d'assez clair. Il y a une personne ou deux qui en sont responsables, mais elles sont responsables de constituer un groupe. Alors évidemment, dans l'idée d'une pluridisciplinarité, il faut que l'ensemble des professionnels de l'établissement, enfin des catégories professionnelles de l'établissement puissent être représentés. Mais au sein de ces catégories professionnelles, on va faire un appel aux bonnes volontés, un appel à candidature. Ça, c'est une première approche. D'autres font des approches beaucoup plus formelles, dans lesquelles il va y avoir des membres désignés ou de fait, qui sont des personnes de la direction, qui sont parfois on fait même appel, moi je me suis rendu compte à des médecins de l'ordre des médecins. Alors, c'est ce que j'allais vous dire. Voilà, donc des personnalités, entre guillemets, mais qui ne sont pas forcément des personnalités très impliquées au sein de l'établissement et qui ont souvent mille et une choses à faire, donc qui sont là, leur nom est là, elles ne sont pas forcément là lors des réunions. Et entre les deux, il y a des intermédiaires. Mais c'est vrai que voilà, il y a deux types, on pourrait dire, de grands types de groupes. Le groupe un peu informel. Ça ne veut pas dire qu'il est constitué n'importe comment. Hein. Là, le souci de pluridisciplinarité existe, mais il va plutôt être basé sur le fait que les gens ont envie de s'investir. Et moi, je trouve que c'est déjà une bonne garantie de succès que de faire appel à des personnes qui ont envie d'y passer du temps. Et puis de l'autre côté, le groupe plus formalisé, plus formel, avec des personnalités, entre guillemets, qui sont là parce qu'elles doivent être là et que du coup, ça donne une sorte de pseudo-légitimité à ces comités. Puis éthique, c'est un mot qui fait peur parfois, qui impressionne. Donc, forcément, il faut des gens très, très brillants pour parler d'éthique. On peut pas. Il y a parfois cette idée-là, voilà. Et que finalement, en discutant, on arrivait à faire un peu évoluer. C'est-à-dire, c'est pas forcément une volonté absolue d'empêcher la réflexion éthique de se développer. Ça peut l'être, mais ça l'est pas toujours. Parfois, c'est une sorte de méconnaissance ou de facilité ou d'idées préconçues sur ce que devrait être un comité d'éthique, un peu modélisé, voilà, selon des normes a priori, voilà, a priori, selon des a priori. Alors après, le deuxième élément, outre la composition, c'est le temps qu'on veut bien accorder à cette réflexion. Et surtout qu'on permet à ceux qui s'impliquent dans ces groupes d'accorder à cette réflexion. Et ça va être très, très dépendant du fait qu'au sein de l'établissement, on reconnaisse cette mission comme une mission à part entière, avec du temps de travail dédié, donc déchargé de certaines autres obligations. Ceux qui vont s'impliquer là-dedans seront déchargés de certaines autres obligations, de façon à pouvoir effectivement, réellement s'impliquer et travailler là-dedans. Donc ça, c'est très difficile par contre. Moi, je constate que ces réunions de réflexion éthique sont souvent faites en plus. Ou en tout cas, que les personnes qui viennent à ces réunions n'ont pas été officiellement déchargées d'une partie de leur travail pour pouvoir le faire. Officiellement, voilà. Donc ça, c'est vrai que c'est un point, moi je trouve, qui est à discuter
avec la direction, parce que si on ne donne pas le temps nécessaire à ceux qui s'impliquent de faire leur travail, de faire ce travail-là, à un moment donné, ils vont s'essouffler. Et puis, il y a bien d'autres priorités de soins administratives ou autres qui vont les occuper et qui vont les accaparer. Et du coup, le groupe risque de s'essouffler. Là, il y a un effet d'accélération par rapport à tout ça. Et je pense évidemment à la maladie d'Alzheimer, mais je pense aux soins palliatifs. Bon, alors, évidemment, il y a un lien aussi là. Mais parce que là, il y a une vieille expérience de tout ça. Enfin, une vieille expérience, oui, en tout cas, une expérience certaine et une habitude. Enfin, bon. Donc, est-ce qu'on sent là que... est-ce qu'on se sent un peu soutenu de ce côté-là? Ou non En tout cas, dans les premiers établissements qui ont commencé à nous solliciter et donc à s'impliquer dans cette démarche, c'est peut-être moins vrai maintenant, très souvent j'ai remarqué que c'était à l'initiative ou avec ou autour des équipes mobiles de soins palliatifs. Ça, c'était assez clair, et même au niveau des personnes qui se formaient, c'était souvent des personnes issues de ce champ-là des soins palliatifs. Donc, et je suis très clairement, effectivement, il y a une antériorité au sein de ces structures, de ces équipes mobiles, de s'être penché sur l'éthique, la question de l'éthique, des situations concrètes, complexes, qui ont fait l'objet d'un souci de l'ensemble de l'équipe, et ce qui fait et d'une volonté de se former à la réflexion éthique. Donc souvent, effectivement, enfin, en tout cas, moi, peut-être moins maintenant, mais dans les premiers établissements, il y avait très souvent une ou deux personnes qui étaient moteurs de la démarche et qui étaient issues de la culture soins palliatifs. Ouais. La réflexion éthique, elle se déploie au jour le jour, dans le quotidien du soin, dans la relation. Et on ne va pas dédier un temps particulier, puisque ça s'intègre finalement complètement à la démarche de soins. Mais justement, au niveau de ces groupes de réflexion éthique, je pense que ce qui est important pour eux, dans le temps de mise en place, c'est de définir quelles vont être leurs missions, ce qu'ils vont se donner comme objectif. Et d'essayer justement, puisqu'il y aura des objectifs, on va y consacrer du temps, quel temps on consacre à chaque objectif. Alors, effectivement, ces objectifs, ils vont être là encore, on revient à ces deux aspects, à la fois dans une dimension réflexive, et puis peut-être aussi un peu dans une dimension un peu normative, ou en tout cas qui puisse aboutir à des changements de pratique, parce que les professionnels, ils peuvent parier sur le fait que de réfléchir aboutira forcément à des changements de pratique, mais en même temps, je pense qu'il leur paraît, ça je m'en suis rendu compte, important aussi de pouvoir se poser de temps en temps à l'issue d'une réflexion et de dire, bon ben, maintenant, qu'est-ce qui peut changer au sein de notre établissement par rapport à cette réflexion-là. Donc, il y a différentes missions, finalement, qui peuvent être entrevues. D'une part, c'est déjà de recenser et de mobiliser les ressources en matière d'éthique, ressources humaines et puis autres ressources documentaires. Donc il y a tout un travail là qui prend du temps et qui est spécifique, de se dire, au sein de notre établissement, finalement, il y a déjà cette dimension-là, elle existe. À quel endroit elle existe, comment elle existe, sous quelle forme elle existe, qu'est-ce qui se fait déjà. Donc ça, c'est intéressant de faire ce recensement-là. Parce que pour des petits établissements, ça sera peut-être plus simple, mais pour des gros établissements, on se rend compte dans ce travail-là de recensement et de mobilisation des ressources que peut-être dans deux services qui sont à deux bouts d'un couloir, il y a des réflexions qui ont déjà été menées et qu'on n'a pas partagées sur des thématiques très proches.
Donc voilà, ça c'est cette mise en commun, ce recensement, c'est intéressant. Ensuite, ce dont je parlais au début aussi, qui me tient beaucoup à cœur, c'est de quelle façon on va pouvoir diffuser une certaine culture éthique au sein de l'établissement. Donc comment on va aider les personnels qui ne sont pas forcément directement impliqués dans le groupe de réflexion éthique à se former à l'éthique. Ou comment on va mettre en place des formations dans l'établissement. Pour des échanges sur cette thématique de l'éthique. Peut-être la construction aussi de documents, de dossiers thématiques, d'éléments écrits ou audiovisuels, enfin, qui pourraient servir de support. Donc ça, c'est aussi l'aspect diffusion de la culture éthique. Et puis, il y a aussi tout un travail, je pense, intéressant à faire, d'identification de situations, pas forcément singulières, mais globales, de situations qui soulèvent des dilemmes éthiques au sein d'établissements et qui vont faire l'objet de réflexions générales. Je sais pas, par exemple, dans un établissement psychiatrique, un hôpital psychiatrique ou même dans un EHPAD, toute la question de la contention en général, pas forcément avec des liens, la contention chimique, la fermeture des portes, voilà. Donc ça c'est une question générale au sein de l'établissement, comment on aborde cette question-là dans l'établissement. Ça pose un dilemme entre la liberté du sujet et puis la sécurité du sujet et éventuellement des autres, et comment on gère ce dilemme dans lequel on veut à la fois protéger la liberté des sujets et protéger leur sécurité. Voilà. Donc cette démarche-là d'identification de points chauds, on pourrait dire, selon les établissements qui demandent à être travaillés plus spécifiquement, c'est aussi un vrai travail. On est du côté vraiment de la réflexion, là. Et puis après, il va y avoir cet aspect justement des situations singulières, qui est souvent le point de focal des groupes de réflexion éthique. Quand ils commencent, bien souvent, le point focal de ce qu'ils pensent devoir faire, c'est de répondre à des saisines concernant des problématiques singulières, des décisions difficiles qu'il va falloir, entre guillemets, résoudre. Alors là, il y a je pense, un vrai travail aussi de définition de la mission du comité d'éthique au regard de la réflexion spécifique sur ces cas concrets, sur ces situations singulières, comment on s'en saisit, de quelle façon on y réfléchit, comment on les analyse, quelle synthèse de notre analyse on transmet aux protagonistes qui nous ont interpellés. Est-ce que c'est des synthèses écrites, orales, comment les usagers, les patients, les résidents, enfin, selon l'établissement, sont avertis du travail qui est fait à propos de leur cas, comment on leur restitue le fruit de ce travail. Donc là, il y a vraiment aussi quelque chose de très, très approfondi à faire avant de se lancer, tête baissée, je pourrais dire, dans l'analyse de ces situations concrètes. L'analyse de ces situations concrètes étant, je dis bien, un point d'entrée, puis souvent ce qui stimule peut-être ou intéresse, ou en tout cas a priori donne le plus envie à ceux qui s'investissent de travailler, quoi. C'est vrai qu'il y a un côté peut-être anecdotique, d'une part, qui intéresse, ces cas, ça nous intéresse tous, et puis il y a le côté efficacité, c'est-à-dire il y a une situation, elle est compliquée, elle pose des problèmes, il y a une tension dans un service, et l'intervention peut aider à résoudre cette tension, ce dilemme, donc on voit immédiatement quand même l'efficacité de notre action. Donc ces deux éléments sont des éléments qui, je pense, favorisent vraiment cette porte d'entrée, qui, moi, me semble une porte d'entrée quand même délicate, pour ne pas dire dangereuse, mais en tout cas délicate, et qui demande qu'on ne s'y précipite pas directement sans s'être posé un certain nombre de questions.
Et puis, pour finir dans l'émission, il faudra aussi, je pense, que le groupe se pose la question de comment il transforme sa réflexion en action et éventuellement en normes, entre guillemets, hein, des normes internes, sous forme de recommandations par exemple, et comment ces normes internes vont venir prendre leur place par rapport à des normes externes et éventuellement par rapport à des normes établies dans d'autres établissements qui ont les mêmes préoccupations, parce que là, sinon, il y a un risque quand même de faire tout et n'importe quoi. Ici, on décide que on travaille de cette façon-là et ailleurs d'une autre façon. C'est pas inintéressant qu'il y ait une diversité, mais en même temps, je pense que c'est important aussi qu'il y ait des échanges et sinon une homogénéisation, au moins une mise en discussion de ce qui est décidé en termes de normes d'un établissement à l'autre. C'est pour ça que nous, ici, on a souhaité mettre en place et constituer, pour les établissements qui le souhaitaient, un réseau de ces groupes de réflexion éthique auxquels on propose un espace Internet dans lequel ils peuvent échanger, justement, intranet, pardon, dans lequel ils peuvent échanger, et puis auquel on propose une réunion annuelle d'échange. Voilà, donc dans l'idée que y a quand même un risque d'isolement et un risque de tourner un peu sur soi-même si on n'ouvre pas, la réflexion à d'autres à l'extérieur. La maladie, il l'a et il ne va pas s'en débarrasser, si on parle d'Alzheimer. Hein. C'est là. Donc maintenant, on va faire avec ça. Et quelle idée on pourrait trouver, j'y pense par rapport à ce que vous disiez sur la contention, justement. Quelle idée on va trouver pour qu'il y ait un contrôle? Je veux dire, on ne va pas laisser les gens se mettre en danger, évidemment. On ne va pas non plus les attacher pour qu'ils ne se mettent pas en danger, c'est pas la vie. Donc, qu'est-ce qu'on va trouver comme... Bon, tout ça, c'est de l'imagination, mais c'est pour le malade, c'est pas du tout pour ça. Enfin, c'est vis-à-vis de sa maladie, évidemment, mais vous voyez ce que je veux dire? Ça s'est déplacé. Elle est peut-être là, la culture éthique. Hein. C'est-à-dire sortir prendre des risques, effectivement, prendre un minimum, disons, de risques, le moins de risques possible peut-être, mais enfin, rester dans la vie, et puis alors quand on le fait, ça marche. Je veux dire, ça marche, ça prend du temps. C'est vrai que c'est ce plus d'inventivité, et là aussi, moi j'aime bien penser cette culture éthique comme quelque chose qui viendrait presque automatiquement finalement. Quand on fait nos études de médecine, mais je pense que pour les infirmières c'est pareil, hein, ou les cadres, c'est pareil, c'est-à-dire qu'on nous apprend, alors nous en médecine, il faut poser le diagnostic, donc il faut faire un examen clinique, des examens paracliniques, poser un diagnostic, ensuite proposer une thérapeutique et ensuite évaluer un pronostic. Eh ben, j'aimerais bien qu'on dise et se poser des questions d'éthique s'il y a lieu, par rapport à la situation de cette personne en particulier, et puis à la généralité du contexte dans lequel elle est. Mais c'est une façon de repenser le pronostic. Oui, d'une certaine manière. Oui, mais de le penser à la fois de façon peut-être chiffrée, mais aussi dans une dimension plus humaine et plus... Parce que ça change tout. Ça change tout. À la limite, ça change même sur l'espérance de vie du malade. Bon, ça change sur énormément de choses. Et puis surtout, ça implique... c'est peut-être ça la différence. Hein. C'est demander beaucoup au corps soignant aussi. Je veux dire, c'est vrai que tout ça, c'est formidable, mais enfin, c'est vraiment demander beaucoup. Ça demande une deuxième, troisième, quatrième niveau d'expertise. Bon, effectivement, tout ça pour le même salaire, le même temps. Ça, c'est voilà. Il y a des discours, il y a des messages un peu contradictoires. Moi, je me pose la question dans le sens de la volonté politique, c'est-à-dire pourquoi cette émergence de l'éthique un peu à tout bout de champ finalement, en tout cas du mot éthique, on va faire de l'éthique, on va réfléchir en éthique, c'est pas éthique, enfin ce terme il revient quand même beaucoup ces temps-ci, et c'est vrai qu'en même temps que on est dans beaucoup d'établissements dans des situations critiques. En termes de quantité de travail, de difficulté du travail, d'injonctions paradoxales. Et du coup, je me dis peut-être que
il faut là aussi être vigilant et se méfier que cet appel permanent à l'éthique ne soit pas l'arbre qui cache la forêt ou une sorte d'alibi ou une sorte de voilà, de pare-feu. Ne vous inquiétez pas, tout va bien puisqu'on va faire de l'éthique, on va réfléchir en éthique. Et ça, je crois qu'il faut aussi effectivement être probablement vigilant à ce surusage parfois de ce terme, tout en se disant que ça j'y crois vraiment, hein, que cette approche-là qui veut bien essayer de déterminer de quelle façon les dilemmes moraux qu'on rencontre au quotidien dans le soin face à une personne malade en souffrance vulnérable, comment on peut les formaliser, y réfléchir, les organiser et essayer de faire en sorte que les choses se passent mieux. Que ça c'est quelque chose d'important à faire, mais que tout mettre sous l'étiquette éthique, là ça devient dangereux, quoi. Et peut-être aussi dans les missions, ou en tout cas le préalable à la mise en place d'un groupe de réflexion éthique, il serait important que ce groupe se pose la question, d'ailleurs dans les recommandations de la NESM, c'est précisé que le groupe se pose la question de savoir ce qui est de son ressort et ce qui n'est pas de son ressort, quelle mission il a, qu'est-ce qui a trait à l'éthique, et puis qu'est-ce qui serait plus effectivement d'ordre logistique, organisationnel, communicationnel, administratif, enfin bon, qui serait pas du champ de l'éthique. Pour effectivement peut-être revenir sur l'aspect spécifique que pourraient avoir des groupes de réflexion éthique au sein d'établissements accueillant des personnes souffrant de maladie d'Alzheimer, où effectivement, moi, je ne vois pas de spécificité majeure par rapport à ce que je viens de dire sur l'expérience qu'on a vis-à-vis d'établissements dans le champ sanitaire ou médico-social, par exemple dans le cadre du handicap. Peut-être que ce qui est quand même important, c'est qu'il y a encore plus d'acteurs que dans certaines spécialités purement médicales ou chirurgicales. C'est-à-dire que là, on est vraiment face à ces patients avec des acteurs tout à fait multiples, importants, impliqués aussi bien du côté des familles que du côté du champ social. Que du côté du champ sanitaire. Donc là, il y a cette particularité qui élargit encore les intervenants potentiels pour la discussion dans le champ de l'éthique, avec des langages des uns et des autres qui ne sont pas toujours les mêmes. Donc la nécessité de faire un gros travail aussi au sein de ces groupes d'écoute mutuelle, de débat, d'apprentissage, enfin souvent comme dans des réseaux finalement, hein, mais c'est un travail supplémentaire, je pense, qui va s'ajouter pour ces groupes-là. Et puis le fait qu'effectivement, autour de cette maladie, il y a des questions tout à fait fondamentales, emblématiques, qu'on va retrouver. On parlait de la question des soins palliatifs ou de la fin de vie, la question de la place du sujet dans la décision, surtout donc, quand on est dans des établissements comme des EHPAD, où finalement les personnes sont dans ces établissements-là souvent parce qu'elles sont en perte d'autonomie. Donc comment on va les faire participer au quotidien à leur projet de vie. Il y a cette dimension encore plus dans la vie que finalement dans des établissements de soins ou sanitaires purs, où finalement on est dans un temps de sa vie, mais un temps de la maladie. Là, le patient Alzheimer, il est à la fois dans le temps de sa maladie et en même temps dans sa vie qui va se dérouler maintenant avec cette maladie. Et ça, c'est quelque chose aussi d'un peu particulier qu'on va retrouver après dans d'autres pathologies chroniques, mais qui est très, très, très spécifique de la maladie d'Alzheimer. Donc ça, c'est des questions peut-être que les groupes auront à se poser. Mais après, dans la structuration, dans le travail qui est fait, il me semble que c'est à peu près la même chose, avec la difficulté supplémentaire d'intervenants tout à fait multiples. Et avec des langages différents et voilà, un travail de mise en lien plus important peut-être encore.